Néanmoins, merci d'être venu. Voilà. Donc, je vais vous parler de choses un peu obscures aujourd'hui, de génération de bytecode sur la JVM. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec la génération de bytecode ou qui ont déjà pratiqué. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, ouais, c'est ça. Il y a en général peu de monde. Donc, on va parler un peu de choses obscures de tout ça aujourd'hui, avec des démos, bien sûr. Alors, les choses pas très intéressantes, parce que c'est pas le cœur de... Voilà, je suis Nicolas Commet, je travaille chez Lectra, qui est une entreprise située vers Bordeaux, et qui fabrique ce genre de grosses machines-là. Et on fait tout un tas de logiciels qui vont à côté, et de services cloud. On découpe le cuir, le textile, on fait des choses pour l'ameublement, l'automobile, enfin voilà. Et je suis membre du Bordeaux Jug, donc du coup de mon Jug local. Alors, comment j'ai connu ByteBuddy, cette librairie, j'ai assisté à Devoxx France 2015 à une conférence de Raphaël Winterhalter, qui est depuis Java Champion, qui a écrit cette petite librairie et ça m'a tout de suite plu en fait. C'était pas encore trop connu, et on verra après que ça a été intégré dans pas mal de librairies. Donc, qu'est-ce que le bytecode? Donc, je vais essayer de passer en plein écran. Non, ça marche pas du tout. Qu'est-ce que le bytecode? Le bytecode, c'est... non, ça ne marche pas du tout. Hop. Le bytecode, c'est... vous prenez votre compilateur classique, Javac, ou tout autre langage dérivé qui tourne sur une JVM, et vous le compilez vers... vous connaissez certainement le Café Babe, c'est les premières lignes dans un fichier de bytecode, d'un point classe, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Votre JVM, elle prend ces points classes, elle va les interpréter, et elle a un interpréteur et une autre partie qui s'appelle le JIT, le Just-in-Time Compiler. Donc il se charge pour vous, et vous n'avez rien à faire, ça réinterprète et fait des opérations un peu d'indexation, d'optimisation sur le code à la volée pour que le code s'exécute plus rapidement. Donc c'est assez puissant, il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus, et alors, la génération de bytecode s'intercale entre ces deux mondes, on va dire, et elle va prendre votre code. Ce code va générer du bytecode à la volée pendant l'exécution du programme. Ce bytecode va être réinterprété par le Just-in-Time Compiler. Je ne sais pas si c'est très visible, mais ça va être réinterprété par le Just-in-Time et donc réoptimisé à la volée. Donc c'est assez mystique et puissant à la fois. Donc vous avez déjà certainement tous utilisé du bytecode. Je veux dire, si vous utilisez un de ces frameworks et bien d'autres, vous utilisez de la génération de bytecode sans le savoir, puisque Spring, quand vous faites un arrobas secured, par exemple, va générer des proxys de manière transparente pour vous. Hibernate, quand vous faites un lazy loading, c'est de la génération de bytecode avec des proxys exactement. Mockito, quand vous faites des objets creux, il vous rajoute du comportement en écrivant du bytecode, en fait. Et je ne vais pas continuer la liste, mais en fait, tout le monde utilise la génération bytecode. Alors, qu'est-ce que ByteBuddy? C'est une librairie open source sous licence Apache. C'est utilisé depuis pas très longtemps maintenant, enfin si maintenant une année on va dire, par Mockito, Hibernate, Google Bazel et bien d'autres. Vous avez une liste exhaustive là. Ça se trouve, c'est sur GitHub, donc vous le trouvez sur ce repository là, et vous avez une documentation très bien faite à l'adresse bytebuddy.net. Pourquoi ByteBuddy? Parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser que ASM ou Bicell pour ce qu'on en fait. Là, vous devez triturer les instructions bytecode une à une pour écrire du bytecode. Donc, il faut connaître le DSL et il faut connaître la documentation aussi du bytecode Java. Ça permet de lire et écrire du bytecode de manière instrumentée, de façon très lisible grâce à un builder pattern en Java. On peut concevoir des petits frameworks ou des petites librairies, ou même contribuer à des frameworks ou des librairies grâce à cette librairie. Hors du framework, tout reste type safe, c'est-à-dire que pour l'utilisateur qui veut utiliser votre librairie, pour lui c'est transparent. Il utilise un objet, je ne sais pas, personne, une classe personne, ça va rester une classe personne pour lui, mais en interne vous faites des choses pas très belles, quoi. Et voilà, donc c'est l'user time enhancement, et ça permet aussi d'implémenter la séparation des préoccupations, cross-cutting concerns, si vous êtes familier du terme. Voilà, et alors c'est extrêmement léger comme librairie, il n'y a qu'une seule dépendance, c'est ASM, c'est tout. Donc on va passer à une démo donc de live coding. Hop, c'est pas là non plus. Voilà, c'est ici. Donc on va commencer avec un Pojo, vous êtes tous familiers. Si c'est pas assez lisible, vous me dites. Mais alors c'est un chat.
il a un nom, un estomac, parce qu'un chat, c'est ni plus ni moins qu'un nom, un estomac, si vous en avez, voilà, ça se limite à ça. Et on peut le nourrir, on peut lui donner un nom, et on peut voir ce qu'il a mangé. C'est quand il vomisse en général. Voilà. Donc, on va passer à des petits tests, en fait, des petits tests unitaires pour voir ce qu'on peut faire avec ByteBuddy. Donc, je vais taper très vite parce que j'ai pas le temps. J'instancie un chat, je le nomme Garfield, je lui donne à manger des lasagnes et beaucoup plus de lasagnes, et j'asserte que dans son estomac, il y ait bien des lasagnes et que son nom soit bien Garfield. Donc si je lance ce test, il est vert, magique. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec ByteBuddy pour vous montrer qu'on est en User Type Announcement. Alors voilà, je parlais du DSL de ByteBuddy, je ne sais pas si c'est très lisible, c'est l'objet ByteBuddy. Vous faites un new ByteBuddy, vous venez à l'exécution faire une sous-classe de votre objet, c'est-à-dire qu'il fait un héritage à l'exécution dans le bytecode de votre objet chat. Vous l'instanciez grâce à la méthode de javalang.reflect, hein, c'est vraiment la même chose, hein, c'est les mêmes méthodes qui sont appelées en dessous. Vous le chargez dans le class loader actif et vous en faites une nouvelle instance. Et là, comme je disais, c'était transparent, si j'exécute ce test, on voit que ça fait exactement la même chose. Donc mon chat est le même, voilà. Mais là où c'est rigolo et on peut commencer à s'amuser, c'est que on va pouvoir faire des petites opérations intermédiaires, obscures, avec le bytecode. Et ByteBuddy nous met à disposition avec le DSL des méthodes utilitaires, par exemple isGetter ou isSetter, par exemple. On vient intercepter toutes les méthodes qui sont des getters ou des setters dans mon objet, et je dis tu l'interceptes vers cette classe. Et c'est un intercepteur, en fait, je l'ai écrit à côté, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et en fait, si je vais dedans, on voit que j'ai deux méthodes. Alors le nom n'importe pas du tout, parce que ByteBuddy se repère par rapport à la signature des méthodes, et plus particulièrement aux paramètres des méthodes, et aux annotations qu'on met dessus. Là, la notation runtimeType dit que je vais intercepter toutes les méthodes qui sont donc des getters, mais parce que j'ai dit dans le DSL que j'interceptais les getters et les setters, que j'avais le callable d'origine. Je dis, ben voilà, à chaque fois que tu as un appel vers la méthode get, ou un getter en l'occurrence, tu l'appelles, mais aussi au passage tu me logs quelque chose. Voilà. Tu me logs, j'ai appelé get et j'ai appelé set. Donc si je reviens vers le test, ce qui se passe quand je joue ça en fait, je ne sais pas si ça va être très clair, si, on va le voir ici. Voilà, j'ai bien logué call to set méthode, call to get méthode qui correspondent à cet appel et à cet appel. Voilà. Donc ça c'est un des premiers exemples qu'on peut faire de ce qu'on peut faire avec ByteBuddy. Vous comprenez qu'on peut implémenter tout un tas de problématiques non fonctionnelles grâce à ça. Enfin, là, j'ai fait du logging, du pseudo-logging, mais on peut faire bien plus de choses. Notamment, vous connaissez tous Mockito. Qui ne connaît pas Mockito dans la salle? Ouais, c'est bien. Vous faites tous des tests. Oui. Et du coup, j'ai implémenté un truc qui s'appelle... Je ne sais pas si c'est celui-là. Oui, vous connaissez Cosmopolitan? C'est un autre cocktail. Mais enfin, ça n'existe pas, c'est juste que j'utilisais ByteBuddy pour faire un semblant de Mockito, pour vous montrer comment on peut utiliser ByteBuddy pour faire un pseudo-Mockito qui ne sert à pas grand-chose, si ce n'est qu'à retourner nul sur tous les appels de méthode. C'est ce que vous faites quand vous faites vous faites un mock sur une classe avec Mockito, ça vous donne une instance qui est bidon et qui fait rien en fait. Donc qu'est-ce qui se passe dans mon Cosmopolitan? Si je veux voir ma méthode mock, là, que j'ai écrite moi-même, c'est juste une instance statique qui s'appelle CosmoCore. Et en fait, si je vais voir cet objet Cosmo là, ben voilà, c'est une seule méthode. Et en une seule méthode, j'ai fait un semblant de Mockito un peu bidon qui sert à rien. Mais en fait, elle dit quoi? Elle dit, tu me prends ton type à l'exécution, tu m'en fais une sous-classe pour toutes les méthodes. Alors là, il faut s'accrocher, qui ne sont pas natives, qui ne sont pas la méthode equals ou qui ne retournent pas void. Je l'intercepte et je dis, tu me retournes nul dans tous les cas. Ça me retourne toujours nul. Donc je fais une instance, je la charge dans le class loader, etc., etc., et vous avez une nouvelle instance. Et donc, si je reviens à mes tests, en fait, ça fait la même chose. Si je le lance, ça fait la même chose que Mockito, c'est-à-dire mon getName sera bien nul, malgré le fait que j'ai seté son nom. Donc, je ne sais plus du tout à combien j'en suis. Non, ça, c'est pas très important. On ne va pas parler de class loader. Voilà, alors pourquoi c'est intéressant? Parce que est-ce que vous connaissez Feign ou pas, par exemple, une librairie Facebook qui vous permet de générer en fait des implémentations pour appeler des API REST, et vous avez juste à décrire une interface. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ByteBuddy pourrait servir à implémenter ces interfaces à la volée. Si je vous montre ce que c'est que mon type actor, qui pourrait être fourni par mon framework ou mon API ou ma petite librairie, par exemple,
En fait, c'est juste un contrat qui dit je te reçois 5 sur 5. Et donc du coup qui dit juste tu as une méthode par défaut grâce à Java 8, on peut faire des méthodes par défaut, on dit greet. Et là un acteur a un nom, un prénom et un nom de rôle qu'il joue pendant le film, ou etc. Donc je lui fais juste dire bonjour, je suis machin machin et je jouerai tel rôle, on s'en fout. Et c'est la méthode greet. Donc si je reviens dans mes tests, on voit que grâce à ByteBuddy, j'ai qu'une interface, je vous le rappelle, j'ai même pas d'implémentation, j'ai juste une interface que je vais donner à mon utilisateur, je vais dire tiens, c'est cette interface avec laquelle tu vas jouer. Mais là je l'hérite au runtime, enfin plutôt, là je l'hérite pas, j'en fais une implémentation au runtime, et bien sûr, toute implémentation doit avoir un fully qualified name, c'est ce que je fais ici, je l'appelle female actress, et je lui dis implémente-moi la méthode du contrat, qui était character name, first name et last name. Tu l'interceptes et tu me retournes une valeur fixe qui est Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, pour les fans de Games of Thrones, bien sûr. Et en plus, pour le fun, mais ça sert à rien, je définis un nouveau champ dans cet objet qui est mon acteur favori. Et je lui dis que c'est un modifieur public, donc il jouera un public favorite actor qui sera un autre acteur, par exemple. Voilà. Et là, ce qui se passe, si j'appelle en fait... Ah oui, alors c'est pas getClass.getSimpleName, parce que ça n'a aucun intérêt. Je voulais faire greet en fait. Je vais appeler greet sur cet acteur, actrice plutôt. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on voit que j'ai fait une implémentation à la volée, grâce au bytecode, de mon contrat d'interface qui était actor. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. 3-4 minutes, ouais, ça va peut-être suffire. Ok. Et du coup, je vous ai parlé de pouvoir implémenter, de faire des choses un peu magiques comme ça, mais en fait, si on prend de manière plus terre à terre, en fait, ce que fait par exemple Spring avec la sécurité, mais j'ai essayé d'implémenter un petit exemple de sécurité, mais alors ultra basique, ne faites surtout pas ça en production parce que vous allez vous faire dézinguer. En fait, voilà, j'ai un coffre. Un coffre, c'est quoi? Ça m'assure que mon instance soit sécurisée, donc elle soit verrouillée. Ça, c'est mon interface que j'ai décrite. Ça assure que l'interface soit verrouillée. J'ai une banque. Une banque, c'est un total à l'intérieur, et bien sûr, c'est ce qu'il faut protéger. Par exemple, je ne veux pas que mon utilisateur lambda voit le contenu et le montant exact de la banque. Du coup, j'ai défini moi-même une annotation qui s'appelle lock, et qui demande une clé pour pouvoir l'ouvrir. Bon, c'est bidon, hein, c'est Spring Security en débile. Et du coup, voilà, j'ai mon interface lock et qui dit voilà, il faut une clé pour pouvoir ouvrir ce coffre. Donc, si je reviens à mon, donc j'ai implémenté en fait, si je vais à Buddy Safe ici, j'ai implémenté en fait mon contrat qui était mon instance sécurisée et je lui ai dit il me faut une tentative d'ouverture du coffre, donc c'est mon key attempt. Et voilà comment j'implémente le safe instance. Donc mon instance sécurisée, c'est quoi? C'est une instance classique, c'est mon point classe de base, mais à l'exécution, tu vas regarder que toutes les méthodes qui soient éventuellement annotées par la notation lock, qui est celle de mon framework ou ma petite librairie que j'ai développée, tu me l'interceptes to this. Alors ça veut dire qu'on a le droit aussi d'écrire l'interception au même endroit que l'API, parce que moi je fais n'importe quoi, mais c'est possible. Donc voilà, pareil, ByteBuddy va faire du pattern matching sur la méthode qui est ici, et voir que j'ai une méthode d'origine que j'ai essayé d'appeler, qui est la tentative d'ouverture du coffre. Voilà ma méthode au sens de Java lang.reflect. 2 minutes, ok, super. Là, c'est la méthode au sens de Java lang reflect. Et voilà, en fait, je dis toutes les méthodes qui sont annotées par lock, tu les interceptes par cet intercepteur. Et ça dit quoi? Si la clé de la tentative d'ouverture du code, enfin du coffre qui est passé, n'est pas égale à celle que j'attendais effectivement, bah, tu interdis l'appel de la méthode, donne-moi le contenu, enfin le total de la banque en fait. Voilà. Et donc ce qui se passe, si je reviens au test, pour vous montrer, save test. Donc voilà, le cas d'utilisation, ça je me mets en position du end user qui utiliserait ma librairie par exemple. J'ai mon buddy safe qui va me permettre de créer des instances sécurisées. J'ai une clé ici qui est en fait la clé requise pour... enfin non, plutôt la clé qui est passée lors de la tentative d'ouverture du coffre. J'ai ma banque et j'essaie d'appeler le total de la banque. Donc, si je lance ce code, j'arrive à voir le total de la banque. Puis voilà, c'est 9215, etc.
Voilà. Et par contre, en revanche, si j'avais une tentative frauduleuse d'ouverture du coffre, ben, à l'exécution runtime, ByteBuddy va s'assurer que je ne puisse pas l'appeler et j'ai bien mon illegal state avec bank account total cannot be called, key is not correct. Donc ça permet d'implémenter tout un tas de problématiques non fonctionnelles qui sont transparentes pour l'utilisateur et avec un DSL ultra élégant en Java. Et c'est quand même super agréable plutôt que de faire de l'ASM ou du Bicell où on ne comprend rien à ce qu'on écrit, où on va loader, storer dans des registres, etc. Enfin, vous avez fait un peu d'assembleur aussi pendant vos études, ou je ne sais pas où même maintenant, désolé. Voilà, c'est pas super agréable. Et là, avec un DSL super chouette, ça permet de faire énormément de choses. Alors, voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais peut-être prendre des questions s'il y a le temps. Il n'y a peut-être pas le temps. Il n'y a pas le temps. Ben voilà, il n'y a pas le temps. Donc, merci beaucoup.